lumbago et j'ai pas pu me lever. Comme c'était le cours de 9 heures, j'ai pas pu prévenir. Je pensais vraiment la veille que j'arrivais avec le tramadol, puis j'y suis pas arrivée. Donc avec toutes mes excuses. Et puis par contre, bah, je vous remercie hein, d'avoir accepté de déplacer le cours. Et je suis contente de voir que finalement, vous êtes relativement nombreux. J'avais peur de me retrouver avec pas grand monde, mais vous allez le voir, j'espère que vous allez trouver le cours intéressant. Pour ma part, vous le comprenez bien, le VIH, c'est mon truc et une bonne partie de ma vie. Alors, on va faire un peu d'épidémiologie, la viro pour aboutir à la physiopathe et une partie du diagnostic. Vous avez après le traitement et la prise en charge clinique. L'idée du cours, c'est de préparer le cours suivant. Alors, les chiffres de l'épidémie, on est loin, loin d'avoir résolu le problème, puisqu'on est à plus de 37 millions, avec un S d'ailleurs, de personnes infectées par le VIH. Euh, il y a encore plus de 2 millions de nouvelles infections dans le monde par an et il y a encore pas mal de décès, bien sûr, puisque on est loin d'avoir tout le monde sous traitement, évidemment. Alors, le nombre d'enfants et d'adultes et d'enfants infectés par le VIH est prédominant dans les pays d'Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, c'est les zones rouges. On a une grosse épidémie qui a flambé assez rapidement en Inde et en Asie du Sud-Est. Et sinon, les pays les plus clairs sont ceux où la prévalence est un petit peu plus basse. On a un souci énorme en ce moment, qui est un souci politique important, qui est lié à l'épidémie d'infection à VIH dans les pays d'Europe de l'Est. Autant vous dire que l'Ukraine, etc., entre la guerre, Poutine et tutti quanti, la perception de la toxicomanie, les 17 à 25 personnes en prison dans la même cellule, tout ça fait une expansion de l'épidémie chez les toxicomanes d'Europe de l'Est, avec en plus un problème politique de marché noir de la drogue non contrôlée. Oui. Ah, c'est une très bonne question. En fait, c'est pas qu'elle est épargnée, c'est que il n'y a pas de données. Mais elle doit être épargnée. Non, elle doit être épargnée parce que c'est quand même les territoires musulmans. C'est pas tout à fait la même chose. Disons que, oh, je sais pas, je fais attention à ce que je dis, hein. C'est enregistré. Je pense que effectivement, la sexualité africaine et la prise en compte de la femme en Afrique et de l'Est, du Sud, des communautés africaines, c'est pas du tout pareil que les pays du Maghreb et les pays euh, des pays arabes. Donc on n'a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup de diagnostics et ils veulent pas. Donc c'est assez compliqué d'avoir des données de ces pays-là, plus la guerre, le Libye, l'Irak, que je vous passe quand même. Vous imaginez pas que vous imaginez que c'est pas leur priorité actuellement. Sinon, si, hein? Alors la Corée du Nord, on commence, oui, on n'a pas beaucoup de données, on commence à avoir des données un petit peu plus dans les pays d'Asie, mais c'est pareil, il y a quand même une stigmatisation, une prise en charge tout à fait différente. Et puis, il y a les systèmes de santé qui font que les priorités, c'est pas forcément ces pathologies-là, hein. Donc, il y a la recherche, mais il y a aussi les priorités des systèmes de santé. Alors la transmission, bien sûr, vous savez tout, transmission sexuelle, transmission par voie sanguine, transmission du virus de la mère à l'enfant. Alors là, le virus, il passe tard in utero, au moment du travail, il passe lors de l'accouchement quand le bébé passe dans la filière génitale. Là, il déglutit du virus qui est présent dans les sécrétions cervico-vaginales, et puis il passe par l'allaitement. Le lait maternel contient des lymphocytes, des particules virales. Et donc, on voit tout de suite qu'en traitant les mamans bien avant l'accouchement, en diminuant le taux de virus partout dans l'organisme, on va prévenir cette transmission-là.
Pour la prévention de la transmission sexuelle, vous aurez sans doute un cours sur la PrEP. Bien sûr, le vaccin, le préservatif pour moi est toujours le meilleur vaccin. À vos capotes, n'hésitez pas. Et la prévention est plus que jamais indispensable. On est avec une vraie épidémie à Paris, en milieu homosexuel. Quand je dis les chiffres, les gens comprennent mieux. On est, par exemple, en prévalence au Sénégal à 4-5%. Eh bien, en milieu homosexuel parisien, on est à 19%. Ah, voilà, j'aime bien voir. Ah, j'aime bien voir, c'est ça la réalité d'ici. Donc on a beaucoup de grands programmes, y compris le grand programme Paris sans sida, avec de la prévention, avec de l'information de la communauté gay. Enfin, tout ça est en train de vraiment bouger parce que c'est pas normal de voir des gens de votre âge s'infecter par le VIH avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a. Mais vous êtes en première ligne de la prévention, du traitement, et vous serez médecin qui prendrait en charge les patients VIH. Donc les traitements, vous allez le voir tout au long de l'exposé et des futurs cours. Maintenant, on traite tout le monde. C'est la règle du jeu. On a beaucoup d'arguments et physiopathologiques et des résultats qui fait que, en traitant, on nettoie vraiment l'organisme au moins de la réplication virale, et du coup on limite beaucoup la transmission sexuelle. Donc vraiment faire le diagnostic rapidement vaut la peine, puisqu'en étant traité tôt, on prévient la transmission sexuelle, la transmission materno-fétale, la transmission par l'allaitement. Et donc les campagnes de traitement maintenant sont traitement dès le diagnostic. Alors en France, quelle est la situation ? On estime, avec plusieurs modèles mathématiques qui nous ont donné des chiffres à peu près stables, on est environ à 150 000 personnes qui sont infectées mais qui ne se savent pas. C'est estimé, hein, c'est des modèles mathématiques, c'est des estimations. Et donc, oui, on est à 30% d'originaires des pays africains. Une remarque sur ces patients d'origine africaine. Une grande étude d'Annabelle Degré-Dulou montre bien récemment que la majorité s'infecte en France. Hein. C'est pas le discours de Marine Le Pen qui viennent se soigner parce qu'ils sont VIH. Maintenant, ils vivent dans leur communauté, ça paraît à peu près logique, et du coup, ils s'infectent en France. Donc on a une épidémie particulière en milieu africain sur lequel un certain nombre de personnes sont en train de travailler pour avoir une vraie prise en charge de ces patients et surtout une bonne incitation au dépistage. Alors on a quand même un souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire dépister et du coup on découvre le VIH assez tardivement. Leur infection assez tardivement, au stade sida, et là c'est vrai qu'on a un petit peu plus, c'est vraiment plus difficile de traiter. Plus c'est tardif, plus le traitement, plus le réservoir s'est rempli de cellules infectées et plus le traitement est difficile. Donc on a vraiment intérêt à traiter le plus tôt possible. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un vrai souci, comme à Amsterdam, comme à San Francisco, New York, Londres. On a une épidémie en milieu gay avec un relâchement des politiques, des préventions dans ce milieu-là. Cela dit, San Francisco est quand même une ville où justement San Francisco sans sida, ils ont monté une énorme campagne de dépistage et de prévention et ils sont en train de voir leur courbe épidémique baisser. Donc voilà, on essaye pareil de faire d'induire le même type de programme à Paris et Amsterdam aussi, ils sont en train de le faire aussi. Donc en fait, on est dans une maladie virale, certes, mais dans un contexte social particulier. On a beaucoup de travaux à la NRS de sciences sociales pour comprendre un petit peu les démarches, puis analyser les besoins et savoir comment on fait les conseils, l'information et comment on facilite l'accès au dépistage. Je crois que la grande révolution, c'est l'accès au dépistage hors les murs, faite par les associations. Enfin, on va en reparler à la fin, mais disons que les derniers résultats importants ont montré que le plus efficace, le plus coût efficace, c'est le dépistage ciblé.
dépistage vers des groupes à risque et non pas le dépistage en population générale où vous n'êtes pas tous égaux vis-à-vis de l'infection, encore moins moi, à mon âge. Donc ça va, on ne va pas dépenser de l'argent là où il ne faut pas. Mais par contre, ceux qui se sentent exposés, on les incite vraiment au dépistage régulier, avec le fait que c'est pas se dépister, ça n'empêche pas de s'infecter, mais se protéger, ça savoir négatif et se protéger, ça empêche de s'infecter. Donc en fait, dans la situation dans le monde, c'est difficile. Moi, je travaille pas mal j'ai un grand programme de biologie moléculaire dans 4 pays africains. Guinée, je vous dis pas, Burundi, Cameroun et Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est vraiment très difficile, mais j'y crois, donc on continue. Mais on se retrouve avec des femmes enceintes qui ont peu d'accès à l'information. On a peu d'accès au dépistage, peu de campagnes, peu d'accès au traitement parce que ça coûte cher. Et les politiques de santé, est-ce qu'on achète des médicaments contre la tuberculose, des antibiotiques, ou est-ce qu'on traite le diabète, l'obésité? Enfin, il faut voir à quoi sont confrontés les différents systèmes de santé africains actuellement. C'est dans des crises économiques horribles. Donc l'accès au traitement, même si les gouvernements ont décidé qu'ils y allaient, avec le Fonds mondial, avec United, avec l'OMS, malgré tout, la mise en route de tout ça est extrêmement compliquée. Et c'est vrai que le sida et la tuberculose ont quand même assez déstabilisé les systèmes de santé, mais en même temps les ont fait progresser. Donc on y croit encore. Alors, allons à la virologie. Donc au premier cours de structure, je vous ai dit que le VIH était un rétrovirus et je ne suis pas rentrée dans les détails, il faut vous dire qu'il y en avait 3 types. Alors les spumaviridae, les spumavirus, on les connaît, ils sont dans nos cultures virales, mais on ne connaît pas de pouvoir pathogène. Par contre, on sait qu'il y a des virus intégrés dans un certain nombre de cellules. On n'en parle pas. Les oncovirus, vous voyez tout de suite onc, ça veut dire les virus inducteurs de cancer. Là, c'est HTLV1, HTLV2. Vous aurez un cours. Mais là, on a les virus animaux surtout comme modèle, avec les sarcomes, les tumeurs, les leucémies, la leucémie bovine. Là, on est face à des pathologies cancéreuses où, disons pour HTLV, on a une proportion très faible de sujets infectés qui vont faire un cancer. Hein, ils sont infectés, mais le cancer ne survient pas forcément. C'est pareil pour les pathologies bovines et le lapin, le sarcome du lapin, etc. On arrive au 3e groupe, là, les antivirus. Là, on a le mot lent dans l'anti. C'est des pathologies virales où l'on sait dans les pathologies animales que tout le troupeau meurt. On n'est plus du tout dans la même pathologie que la pathologie cancéreuse. Et on a comme modèle l'anémie équine, l'anémie du cheval. On a le virus Visna, qui est l'encéphalite du mouton. Maedi, c'est l'arthrite caprine, l'arthrite chez la chèvre. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit au cours de structure, ça nous a beaucoup aidé au moment de la découverte du virus, d'aller revoir tous les rétrovirus qui étaient connus déjà à ce moment-là chez les animaux et les vétérinaires, dans la mesure où, du coup, les différentes pathologies qu'on observait chez les patients atteints de sida, on voyait que le virus pouvait atteindre le cerveau, pouvait atteindre le poumon, pouvait donner un syndrome neurologique. Vous voyez comment le raisonnement qu'on a fait, et on a eu pas mal, enfin on est encore d'ailleurs, on s'appuie encore sur ce qui se passe dans l'anémie équine, sur l'évolution de la réponse immune. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment 2 groupes de virus différents, même si vous allez être appelé éventuellement à faire du diagnostic. Alors, en 83, donc on a amené le virus à l'Institut Pasteur, enfin un prélèvement à l'Institut Pasteur, et Françoise Barré-Sinoussi, dans le laboratoire de Luc Montagnier, a montré qu'au bout de quelques jours de culture du lymphocyte, on avait des lymphocytes du patient qu'on avait mis en culture, produisait de la reverse transcriptase. Donc voilà, d'emblée, les photographies de microscopie électronique de ces cultures lymphocytaires. Voilà, la découverte du virus nous a valu le prix Nobel en 2008. On a dû attendre longtemps puisque c'était 83 à 2008.
Donc moi, dans cette partie dès l'instant de la découverte du virus, moi, ma thèse, c'était la première sérologie, le premier ELISA, hein, premier test de dépistage chez les patients atteints de sida, ceux qui avaient que des ganglions, tous les homo-parisiens, enfin je vous dis pas, les hémophiles, les Africains. On a commencé une période complètement folle de travail jour et nuit pour avancer sur ce sujet, plus la guerre avec Gallo qui nous volait le virus. Voilà. Donc on a finalement, il n'a pas eu le prix Nobel et l'histoire s'est bien terminée pour nous. On était très contents à Stockholm de voir Françoise se faire remettre le prix par le roi de Suède. Voilà, c'était une belle histoire. Et donc, on a commencé à travailler bien à ce moment-là, qui est malade, comment ils sont malades, comment ça évolue, des bébés nés de maman africaine. On a commencé à avoir tous les sujets qui émergeaient devant nous. Alors, la structure du virus, ça, c'est important pour vous à plusieurs titres. Donc, vous vous souvenez ce que sont les virus enveloppés. Là, en l'occurrence, le VIH, il acquiert son enveloppe à partir de la membrane lymphocytaire. Donc, c'est une membrane glucido-lipido-protidique. Et surtout, les glucides, c'est la protéine, la GP120 extra, enfin en champignon, et la transmembranaire, la GP41. À l'intérieur, on a la capside, formée de protéines P24. Et dans la capside, on a deux molécules d'ARN indépendantes. Hein, elles sont côte à côte, dessinées côte à côte là, mais elles sont indépendantes. Et on a les protéines, les enzymes protéiques qui sont apportées par le virus. Surtout, la protéase permet la fin de la maturation à la fin du cycle de réplication virale et elle est moins fonctionnelle au moment de la pénétration. Par contre, la reverse transcriptase, elle est très fonctionnelle au moment où le virus va être injecté dans la cellule, puisque là, ça va induire la transformation de l'ARN en ADN. Alors, ce que vous allez voir dans les comptes rendus de biologie que l'on vous fait, sur le Western blot, on vous dit qu'il y aura des anticorps dirigés contre ces protéines. Donc c'est un peu pour ça que gardez ça en tête, parce que la réponse immune sérologique vis-à-vis du VIH se fait beaucoup contre les glycoprotéines externes, mais aussi beaucoup contre la protéine P24. Ce sont des protéines très immunogènes. Alors la structure du génome viral, je vous l'avais déjà montré, c'est une structure, je dirais, habituelle en virologie, avec des gènes de structure, c'est ceux qui sont en rose, la protéine de capside, le gène Pol pour induire la synthèse des enzymes reverse transcriptase, protéase, intégrase et ribonucléase H, l'enveloppe pour induire la synthèse des protéines d'enveloppe, GP41 et GP120, et puis des cadres ouverts de lecture divers et variés concernant les protéines de régulation, soit pour augmenter la transcription, soit pour au contraire calmer le jeu. Alors aux deux extrémités, on a un système assez particulier avec les rétrovirus. On a des LTR, des longues terminales repeat, avec des séquences U3 et U5. C'est par ces boîtes que le génome viral à ADN va être intégré dans le chromosome cellulaire. Hein. Donc c'est des séquences répétitives inversées qui sont essentielles à l'intégration. Ah oui, j'ai oublié de dire, évidemment, il y a HIV1 et HIV2 qui n'ont pas tout à fait la même structure et pour lesquels c'est encore nous qui avons découvert le deuxième virus, puisque l'épidémie d'HIV2 avait lieu en Afrique de l'Ouest, chez des patientes notamment du Cap-Vert, et là, les Américains, pour le coup, n'avaient jamais de HIV2, il n'y a pas eu, ils n'en ont quasiment pas. Il y a un peu d'HIV2 en Inde, mais disons que d'emblée, il faut bien comprendre que ce n'est pas la même pathologie. C'est clairement beaucoup plus calme, beaucoup plus lent. Hein. Pour le HIV1, enfin l'ensemble des HIV1 d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins méchants. Hein. Il y en a une bonne partie, il y a une grande diversité HIV1, mais disons que la médiane de survenue du sida avec le HIV1, c'est de l'ordre de 5 à 6 ans.
hein, au bout de 5 à 6 ans d'infection, déficit immunitaire bien avancé, là, ils sont quasiment au stade sida. Pour HIV2, c'est de l'ordre de 20 ans. Donc on est avec un virus beaucoup moins pathogène. Autant vous dire que l'enjeu est de construire un travaux de recherche qui nous permettent de comprendre pourquoi HIV2 est moins agressif et moins pathogène que HIV1. Alors, sur cette diapositive, vous avez les différents HIV1 avec le M pour major, O, N et P. Et donc, l'épidémie majeure, c'est avec les HIV1N. M, pardon, c'est cela, avec la majorité, on va le voir, sont des virus B à l'origine de l'épidémie, mais une diversité génétique assez importante dans ce groupe, avec des virus mosaïques, et puis surtout aussi, on voit en ce moment pas mal de nouveaux virus recombinants. Alors après, encore les Français, on a découvert, ça c'est Jean-Christophe Plantier, le virus N, le virus P, le virus O, et vous allez voir pourquoi ces découvertes sont assez importantes. Pour HIV2, là aussi, on a une diversité génétique. Comprenez tout de suite l'impact de ça, c'est que faire un vaccin contre un virus, voilà, ça va être bien compliqué parce que la réponse immunitaire se fait contre les enveloppes qui sont assez différentes. Il n'y a pas que les enveloppes puisque ce sont des virus recombinants pour beaucoup. Alors, sur cette diapositive, je présente un peu une manip comme on peut faire en culture, c'est-à-dire que on peut arriver en mettant deux virus M dans la culture, sur une culture de lymphocytes, un rouge et un vert, on peut arriver à une co-infection et donc à arriver avec un génome viral composé d'une partie du génome viral du virus rouge et une partie du génome viral du virus vert. Et donc vous voyez qu'on peut avoir ces co-infections in vitro, mais on peut aussi les avoir in vivo. Et on peut aussi se surinfecter avec un autre virus parce que c'est tout l'enjeu de l'infection à VIH. On ne connaît pas bien l'immunité protectrice et on voit qu'elle n'est pas protectrice par définition puisque les surinfections existent. Alors les recombinaisons génétiques surviennent sur tous les gènes du virus. Et ici, c'est une diapo un petit peu ancienne, mais qui vous raconte bien l'histoire, c'est-à-dire que du coup on a des virus mosaïques, rouge-vert, vert-bleu, jaune-vert. La recombinaison s'est faite au travers d'infections humaines. Le cœur de l'épidémie, c'est l'Afrique de l'Ouest, et en fait en Afrique de l'Ouest circule, c'est l'origine des virus, c'est là, et donc les recombinaisons génétiques se font d'autant facilement dans certaines populations africaines vivant dans la forêt équatoriale. Et donc ça, faut que vous compreniez ce que ça veut dire pour nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le diagnostic de variants assez différents, plus les nouveaux variants qu'on ne connaît pas. Donc nous, par exemple, à Necker, on fait le diagnostic de l'infection du nouveau-né, de mère séropositive, on fait de la PCR en temps réel. La PCR en temps réel, on amplifie un petit bout de génome, hein, c'est pas très grand, ça fait 170, 180, pas plus, hein, et plus c'est petit, plus ça va être facile. Les primers, les amorces et les sondes vont être dessinés, disons, sur des séquences consensus pour essayer d'amplifier tout ça, mais vous voyez que c'est quand même, il faut être sûr de soi pour dire je suis sûr que cet enfant n'est pas infecté si jamais le virus n'était pas reconnu par notre système moléculaire. Donc ça nous fait pas mal travailler et surtout surveiller l'épidémiologie moléculaire puisque elle est évolutive. On est moins gêné sur les tests sérologiques. Pour le moment, on n'a pas de soucis, trop de soucis si le patient est infecté par un virus A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Pas de souci. Par contre, il nous faut un test sérologique spécifique pour HIV1 et pour HIV2. Et il nous faut des PCR spécifiques pour les groupes O, groupe N, groupe P. Ça, c'est complètement différent des HIV1M. Et donc, un tout petit coup, parce qu'à chaque fois j'ai des questions sur l'origine du virus, on a une évidence que les infections humaines proviennent de transmission interespèces entre l'homme et les singes.
avec notamment les blessures des chasseurs à partir de viande de chasse. Beaucoup de campagnes sont faites actuellement pour indiquer aux Africains qu'ils adorent la viande de singe on voit la viande de singe sur les marchés et du coup ils se blessent en faisant le dépeçage, ils se blessent avec du sang. Donc les transmissions interespèces sont envisageables et continuent. Et donc c'est en partie à cause de ça que l'épidémie et la dynamique de l'évolution des virus continuent, parce qu'on continue à avoir des sous-épidémies émergentes. Bien sûr, l'évolution de ces sous-épidémies n'est pas toujours prévisible. Alors le premier virus, le premier groupe de virus non B et des virus M vient du chimpanzé, mais après on a eu pas mal de découvertes avec des transmissions à partir des gorilles et puis des singes verts. Donc voilà, en regardant les séquences génétiques des virus isolés chez les différentes espèces de singes dans les forêts équatoriales, au Cameroun notamment, on arrive à bien comparer la phylogénétique de ces virus et à voir que les virus sont proches des virus simiens. Alors, je l'ai dit, comment ils sont transmis, les expositions au sang, aux sécrétions d'animaux infectés, à l'occasion de la chasse, beaucoup de blessures lors du dépeçage, lors de la préparation de la viande. Et puis, il y a aussi la morsure de singes captifs. Les petits singes, on les voit dans les maisons, les enfants, ils n'ont pas des chiens, ils ont souvent des petits singes et ils jouent avec, ils dorment avec et donc ils se font mordre. Donc c'est vrai qu'on a aussi des enfants infectés et on a des recombinaisons, enfin voilà. Ça continue. Donc on a une distribution géographique assez particulière et vous le comprenez, l'origine de l'épidémie c'est l'Afrique et donc toutes ces recombinaisons génétiques se font par là avec ce réservoir de virus de singe et cette transmission à l'homme possible. Donc vous voyez tout de suite la complexité de la fabrication d'un vaccin. C'est pas demain la veille, même si ils vous disent tous que si on va y arriver. Bon, celle-là, je vous la relirai. L'idée pour moi est d'essayer. On a eu pas mal d'historiens qui travaillent avec nous et à partir de la phylogénie des virus et de l'évolution des génomes, on a pu faire l'antériorité, toute l'histoire de la transmission et puis l'histoire aussi des gens du Zaïre qui ont dû partir en Amérique et notamment à Haïti. À Haïti, il y a le tourisme sexuel des Américains. Enfin voilà, il y a beaucoup à apprendre sur comment se diffuse une épidémie virale dont le cœur, le foyer était évidemment l'origine, était l'Afrique de l'Ouest qui était là. Mais je vous dis, les épidémies continuent, notamment l'épidémie de virus A dans les pays d'Europe de l'Est. Et là, on nous demande d'aller y travailler. C'est très très difficile. Je trouve que déjà mes conditions de travail dans les pays africains, c'est pas mal, mais l'Afrique de l'Est, l'Europe de l'Est, ça me dit encore moins. Alors, la réverse, non, c'est vraiment... non, il faut y croire. C'est vraiment compliqué. Alors, la reverse transcription, on part d'une molécule d'ARN viral qui va être transformée par la fonction ADN polymérase ARN dépendante et une fonction RNase-H. On va avoir synthèse d'un seul brin d'ADN. La RNase-H va détruire l'ARN. Et là, on va avoir la deuxième activité de la reverse transcriptase, avec à ce moment-là une activité ADN polymérase ADN dépendante et la synthèse du double brin. L'ADN double brin va être stabilisé en avec un ensemble de protéines autour pour passer les pores nucléaires au niveau de la membrane nucléaire et l'intégrase va permettre l'intégration avec le copier-coller via les deux boîtes LTR que vous voyez, les bouts LTR, c'est ces bouts rouges, qui vont permettre d'intégrer le génome viral dans le génome cellulaire. Alors, on a à ce moment-là un chromosome qui contient
un petit peu plus, hein, c'est pas très grand, c'est 9000 paires de bases, mais c'est pas beaucoup par rapport à cet énorme chromosome. Et la structure, y compris la structure épigénétique, va être strictement de la même, identique à celle du chromosome, avec de la méthylation, de l'acétylation, etc. Ça va être complètement impacté, bien contrôlé, et surtout, ça ne va pas du tout gêner la cellule infectée qui va ne pas avoir forcément d'expression et de transcription de cet ADN proviral. Ça ne se fait pas du tout systématiquement. Il faut que la cellule soit activée pour que la transcription se passe. Donc vous avez eu un cours, je pense, sur la réplication des virus, non? Oui. Et donc le cycle de réplication est... finalement, j'aurais dû vous mettre... J'aime pas beaucoup cette diapositive puisque les choses se passent pas finalement comme ça. La première partie se passe bien comme ça. La membrane du virus va se coller par l'AGP au CD4 et au CCR5. Les membranes vont fusionner. Le virus va injecter son matériel génétique et ses enzymes dans le cytoplasme. Le complexe va se former autour de cet ADN double brin qui va passer le port nucléaire et il va y avoir l'intégration. Alors pourquoi j'aime pas beaucoup cette diapositive? C'est parce que pour un certain nombre de cellules qui sont activées, la transcription va se passer immédiatement. Mais pour beaucoup de cellules, tout va s'arrêter là et la cellule va rester à l'état latent. Et donc c'est là que ce lymphocyte à vie longue et tout va vivre sa vie avec ce petit bout d'acide nucléique intégré, mais pas plus que ça. Il circule dans l'organisme et tout ça, mais il a une capacité à survivre. Par contre, dès qu'il est activé, à ce moment-là, la deuxième partie de la réplication virale va être induite avec la transcription, avec les différents ARN. Les ARN vont être exportés. On va avoir la synthèse d'une très grande polyprotéine. La protéase va rapidement s'autocliver et puis découper cette polyprotéine. Les protéines vont s'auto-assembler entre les protéines P24 notamment, puisque c'est des structures répétitives qui vont vraiment faire cette capside pour rapidement protéger l'ARN, les ARN synthétisés, parce que si ce n'est pas protégé rapidement, c'est rapidement détruit dans le cytoplasme. Et puis le virus va pouvoir sortir par budding à la surface du lymphocyte. La GP120 et la GP41 s'étant placées en position transmembranaire externe, voilà, la cellule libère des particules virales. Alors ça, on l'avait vu ensemble. Celle-là est moins bien que celle que je vous ai montrée la dernière fois, mais vous voyez le virus qui, avec l'AGP qui s'approche, qui se colle au CD4, et puis après ça se colle au CCR5, et puis il y a la fusion qui se passe et l'injection du matériel génétique. Alors, on arrive au fait que le virus a un tropisme immunitaire. L'infection de l'organisme va être totalement définitive parce que le virus va infecter les lymphocytes CD4 et les monocytes. Il va utiliser le récepteur CD4, le récepteur aux chimiokines, et donc on va avoir des conséquences importantes pour le système immunitaire, sachant qu'il est dans le système immunitaire. Alors, on a pour 95% de lymphocytes quiescents, ce chiffre, moi je travaille beaucoup sur réservoirs, donc sur ces cellules infectées, ces cellules réservoirs latentes. Vous imaginez pas le nombre de discussions et de non-consensus entre les différentes équipes sur ces chiffres de lymphocytes quiescents, à moitié quiescents, un peu plus quiescents. En fait, l'immunologie a beaucoup évolué avec des anticorps monoclonaux qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilisait il y a 10 ans. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes outils, et on se rend compte que c'est quand même la quiescence qui fait que la latence virale, et cette latence qui est tout à fait inaccessible aux antirétroviraux. Les monocytes macrophages sont beaucoup moins nombreux à être infectés, mais il y en a beaucoup. Évidemment, ils se transforment en macrophages cellulaires. Et donc, vous comprenez tout de suite l'enjeu, c'est que le virus va être disséminé dans tout l'organisme, dans tous les compartiments de l'organisme. C'est pas comme la grippe, qui est une infection très localisée.
Là, on a une infection du système immunitaire, et Dieu merci, le système immunitaire, il y en a partout jusqu'au bout des doigts. Hein, on est d'accord, les lymphocytes, il y en a partout. Alors, le fait est qu'au niveau du cerveau, on a des cellules microgliales qui peuvent être infectées, qui font qu'on a des symptômes neurologiques en fin de stade SIDA quand il y a beaucoup de cellules infectées. Les cellules dendritiques, ce sont des cellules particulières. Ce sont des cellules qui sont infectées parce qu'elles ont à leur surface une molécule qui s'appelle dicycine, qui est une sorte de colavirus. Et donc, le virus adhère et elle transporte le virus assez rapidement, notamment après l'infection au niveau génital, au niveau vaginal par exemple. Hop, le virus est capté par toutes ces cellules dendritiques qui sont dans la muqueuse, et la cellule dendritique va migrer vers un tissu lymphoïde où les cellules dendritiques vont déverser les particules virales. Et donc ça se fait via CCR5 et via la molécule dicycine. Encore une fois, on parle de colavirus. Donc on a des lymphocytes CD4 avec un virus intégré, beaucoup de cellules mémoire CD45-RO, qui quand elles sont... Alors en cellules mémoire, on a les mémoires centrales, les mémoires transitionnelles, les mémoires effectrices. Je vous passe toutes les nouveaux marqueurs immunitaires des CD4. C'est des outils qu'on utilise beaucoup, nous, pour caractériser ce réservoir. Et l'essentiel que vous devez retenir, c'est que ces cellules mémoire, elles ont une durée de vie extrêmement longue. Et en plus, c'est comme les cellules naïves, elles sont aussi infectées. Et en plus, elles prolifèrent assez facilement. Donc la persistance de l'infection se fait beaucoup par prolifération cellulaire de lymphocytes. C'est un petit peu activé, la cellule mère se divise en cellules filles et les deux cellules filles reviennent au repos. Donc on a une persistance de l'infection virale par prolifération lymphocytaire. C'est la fonction même du lymphocyte, de proliférer. Le lymphocyte, le système immunitaire, fait proliférer la mémoire immunitaire. Hein. Donc tant que la cellule n'est pas morte, elle prolifère. Et elle s'active bien sûr aussi si c'est une cellule lymphocytaire sensibilisée au streptocoque. Quand il va y avoir une infection streptococcique et que le lymphocyte va passer par là, il va être activé, il va produire du virus et à mourir. Donc on a quand même une infection lytique qui existe, mais ce n'est pas la seule façon de faire persister l'infection virale. Alors voilà, du coup dans l'organisme, et notamment dans le sang périphérique, on a des particules de virus libres. C'est avec ça qu'on mesure, c'est ce qu'on mesure quand on fait la charge virale, hein, la charge virale VIH par biologie moléculaire, par PCR en temps réel. On a des lymphoblastes en train de se transformer plus ou moins producteurs. Ils ont été activés, ils produisent notamment des particules virales. Cette ligne-là, c'est une vieille diapo finalement de Siliciano. J'ai voulu l'effacer tout à l'heure, puis je me suis dit non, je vous dirais que c'est faux. Voilà. Par contre, cette ligne-là est juste. Les macrophages, ils ont une durée de vie relativement courte. Les cellules dendritiques, je vous dis, c'est juste pour le transfert. Par contre, c'est là notre problème. Notre problème, ce sont ces lymphocytes CD4 au repos, avec de l'ADN intégré, l'ADN VIH intégré, des cellules à longue durée de vie, hein, plus de 10 ans. Elles prolifèrent et en plus, elles durent plus de 10 ans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas à sortie de l'auberge. On est avec... des cellules infectées, un génome inatteignable par les médicaments actuels, des cellules à longue durée de vie, bonne capacité de prolifération. Voilà, les gens sont vraiment infectés à vie. Hein. On n'a pas de médicaments, même si on est beaucoup en train de travailler sur la latence et les antilatences pour essayer de sortir ce provirus de la cellule. On en est à peine au début de l'histoire. Donc on a une infection totalement définitive de l'organisme, avec une forme virale très stable, un nombre de cellules infectées énorme, hein, en milliards, en millions et dans tout l'organisme. Et j'ai l'habitude de dire que le virus a trouvé un réservoir idéal, c'est-à-dire qu'il va infecter le système immunitaire, notamment les CD4, c'est le chef d'orchestre du système immunitaire, et les CD4 sont protégés par le système immunitaire. Donc le virus a trouvé une niche dans le système immunitaire qui protège cette infection. Hein. Et plus encore, c'est la prolifération lymphocytaire, la réponse immunitaire
qui fait proliférer l'infection. Donc on est mal. Alors, on a une grande circulation. Quand le virus arrive dans l'organisme, par exemple au niveau génital, les cellules dendritiques vont rapidement faire diffuser l'infection en loco-régional en amenant le virus dans le ganglion le plus proche. Et là, le ganglion, c'est carrément une machine PCR à virus. Enfin, c'est-à-dire que là, les lymphocytes vont tous se multiplier, s'activer, s'infecter, sauter. Enfin, il va y avoir une amplification énorme du nombre de cellules lymphocytaires infectées qui vont se déverser dans la circulation générale. Et puis, ça va contaminer de proche en proche l'ensemble des tissus. On va avoir atteinte du cerveau, du tissu digestif. Et on va avoir, au niveau du tissu digestif, ça c'est découverte relativement récente, un tissu digestif très 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 rempli de cellules lymphocytaires. Il y a vraiment beaucoup de lymphocytes et donc il y a une grande masse de cellules réservoirs au niveau du tissu digestif. Il y a beaucoup de lymphocytes. Sauf que quand ils sont activés, parce qu'il y a beaucoup d'antigènes bactériens, bien sûr, par définition, il y a le microbiote, il y a tout. Donc là, c'est activé. Au bout d'un moment, ça altère l'intestin et ça laisse passer, ça fait de la translocation bactérienne, ça laisse passer des antigènes bactériens. Qu'est-ce que ça fait, les antigènes bactériens dans la circulation? Ça amplifie l'activation et l'inflammation. Et l'activation et l'inflammation, ça déclenche la réplication du virus. Donc on a un système auto-entretenu par l'infection virale et par les lieux, notamment les sites d'infection. Et donc on décrit l'infection comme ça, comme étant continuellement dynamique par le fait du sang périphérique qui délivre tout le temps les particules virales, mais dynamique aussi dans les différents tissus infectés. Alors, on a ce tissu digestif, le gut, le gastro-intestinal tract, qui est très infecté. Évidemment, les compartiments génitaux avec du virus dans le sperme et dans les sécrétions vaginales. Amplifié s'il y a des IST, s'il y a de l'échlamydier du gono, ça attire beaucoup de lymphocytes. Merci, ils s'infectent. On parle de sanctuaire. Donc ça, on parle de compartiments anatomiques, compartiments génitaux. On parle de sanctuaire avec le cerveau, parce que là, on n'a pas le mal de médicaments qui ne passent pas la barrière hématoméningée. Donc quand il y a des signes méningés, il faut faire attention. De toutes les façons, on a des problèmes de diffusion de drogue différents dans les différents tissus. Le lopinavir, par exemple, ne passe pas du tout dans le sperme. On a fait des dosages. Les patients sous trithérapie, ils ont quasiment qu'une bithérapie, voire monothérapie, dans le compartiment génital. Donc on a vraiment intérêt à soigner les infections sexuellement transmissibles tout de suite pour être sûr de limiter l'inflammation et réduire très rapidement la réplication virale dans ce compartiment. Donc au total, on a du virus partout. Dans le cerveau, dans la rate, dans le tissu digestif, dans les ganglions, et dans les compartiments génitaux. Cette diapositive, juste pour vous rappeler, bon, évidemment, traiter, ça va réduire les atteintes neurologiques, ça va diminuer les réservoirs au niveau du tissu lymphoïde, et surtout, ça va réduire le risque de transmission sexuelle. Vous le savez sans doute, on considère maintenant qu'un patient qui prend bien son traitement et qui a une charge virale indétectable, c'est pas le patient qui est indétectable, c'est la charge virale. Il n'aime pas du tout qu'on lui dise qu'il est indétectable, mais donc faites attention à votre vocabulaire. Donc patient à charge virale indétectable. Ah oui, ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas rire parce que j'entends les médecins tous les jours le dire. Il est résistant, il a perdu des familles, il est indétectable. Non mais attendez, on parle de patients là. Be careful quand même. Et donc ils sont pas résistants, c'est le virus qui est résistant. Ils n'ont pas perdu des familles, ils ont perdu l'impossibilité d'être traités par plusieurs familles de médicaments. Donc là, ça, c'est vraiment un risque avec un S. Ça, c'est vraiment les enjeux actuels avec les traitements préventifs et les traitements post-exposition. PrEP et post-exposition. Donc voilà, on a une infection dynamique, persistante et lytique. On cumule tout et très diffuse. Donc vous lirez ça. Cette diapo, c'est une diapo de Fletcher, j'aime beaucoup, c'est un pharmacologue, qui raconte l'histoire du VIH et des réservoirs VIH avec le plan de métro new-yorkais. C'est vrai qu'il y a des hubs,
hein, avec des endroits où c'est à moitié, oui, il est mieux que ça, hein, je suis d'accord, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, je trouvais que c'était l'idée assez jolie de montrer que des lymphocytes, il y en a jusqu'au bout des doigts et il faut que les médicaments aillent jusqu'au bout de la ligne. Par contre, il y a des hubs où il y a des échanges assez importants. Donc, il y a des médicaments qui passent bien dans certains compartiments, mais pas dans d'autres. Et puis surtout, la vitesse de circulation sanguine entre les différents organes n'est pas du tout la même, ni l'impression sanguine, ni rien. Donc, on a une répartition des médicaments qui va être assez différente tout au long de l'organisme. Il ne suffit pas d'avoir un médicament puissant qui nous diminue beaucoup la réplication virale, il faut aussi qu'il diffuse là où il y a du virus, bien sûr, dans les ganglions, beaucoup, puisque c'est là où se multiplie plus le virus, dans le tissu lymphoïde du tissu digestif, dans le cerveau quand il y a des symptômes. Donc vous voyez cette physiopathologie, à quel point elle dirige toute la prise en charge après. Bon ben ça, on l'a dit, hein, les formes virales latentes totalement inaccessibles. Donc vous allez voir sur un cours sur les antirétroviraux avec les inhibiteurs de fusion, les anti-reverse transcriptases, les antiprotéases, les anti-intégrases. Vous allez avoir un cours sur tout ça. On n'a rien pour exciser ce génome viral du chromosome. La primo-infection. Alors la primo-infection est le moment de l'envahissement du virus dans l'organisme. Ça commence par le ganglion, puis ça va diffuser partout, et ça va induire un énorme syndrome inflammatoire, plus ou moins grand selon les patients. Évidemment, la vie en vrai, c'est jamais pareil pour tout le monde. Et donc, cette tempête cytokinique va favoriser l'expansion virale. Hein. Le virus joue le jeu d'activer énormément, d'induire de l'inflammation, d'infecter vite de nouvelles cellules. Beaucoup vont être en apoptose. On va avoir rapidement aussi une destruction des lymphocytes B et T. Et à la suite de ça, on va avoir, à la suite de cette tempête, on va voir apparaître progressivement les symptômes qui commencent à ce moment-là. Hein. Je vous ai mis les 22 premiers jours sont là. C'est l'expansion de l'infection virale. On commence à détecter le virus vers J14 dans le sang périphérique. Et c'est le moment où commencent à apparaître les symptômes. Dans la cohorte primo, les patients, on est à 2000 patients là sur notre cohorte ANRS. Disons que la médiane de consultation, c'est à 30 jours. À 30 jours, ils sont vraiment malades, ils ont vraiment un syndrome fébrile et tout. Donc là, on a déjà une partie de la réponse immune qui est développée. Donc on peut faire un diagnostic sérologique. On peut faire un dosage de l'ARN VIH plasmatique puisque le virus est dans cette période détectable. Par contre, on parle de la fenêtre sérologique ces premiers jours après la contamination. Là, cliniquement, il n'a rien, le patient. Il n'a pas encore d'inflammation, il n'est pas encore très malade. Mais on commence à avoir des consultations à ce moment-là parce que bah oui, il y en a qui ont fait des bêtises. Et donc, ils se disent que peut-être que... Donc, des fois, vous allez peut-être être amené à faire du diagnostic à ce moment-là. Donc, pensez à prescrire, maintenant on a le droit, un ARN VIH plasmatique, bien sûr une sérologie, un test rapide, mais dites-vous que... et puis répétez l'examen si c'est trop proche du moment de l'exposition au virus. Donc, vous l'avez compris, avec cette infection à l'antivirus, ben, d'emblée, on va vers une atteinte du système immunitaire, une destruction des lymphocytes CD4. Au moment de la primo-infection, on a une grosse chute des lymphocytes CD4, et puis la réponse immunitaire fait quand même un petit quelque chose et fait remonter. Toute cette période, à part la primo-infection, les patients redeviennent quasi asymptomatiques. Ce qui pose le problème, c'est qu'ils ne se savent pas infecter. Mais comme vous l'avez compris, la réplication virale continue et continue et continue. La maladie lente et progressive se poursuit. Et la réplication virale, définie en bleu ici, continue à monter avec une chute progressive des CD4. Quand les CD4 ont trop chuté, à ce moment-là, on est au stade sida. Et on a les infections opportunistes, les pneumocystoses, les candidoses, les toxoplasmoses, l'infection à cytomégalovirus, les tuberculoses. Donc vous voyez, le stade sida,
c'est l'expression du déficit immunitaire. Syndrome immunodéficience humaine, c'est un déficit immunitaire qui s'installe. Mais comme on est avec une maladie à l'antivirus, eh bien, il s'installe dès le début. Et donc, nous, virologues, on disait, mais vous savez, il faut traiter tout de suite parce qu'il faut empêcher ça. C'est à l'antivirus. Ça a mis du temps, mais voilà, maintenant, ça y est, on n'atteint plus ce dernier stade SIDA pour commencer le traitement. On commence tôt, puisqu'on veut empêcher cette chute des CD4. Cela dit, les excuses, c'était que quand même, au début, on avait des traitements très toxiques, avec des effets secondaires majeurs, les bosses de bison, les veines très apparentes, les femmes avec les cuisses extrêmement amaigries et les déplacements de la masse graisseuse au niveau abdominal. Enfin, c'était vraiment les effets secondaires des premiers médicaments. Certes, les patients avaient enfin fini de mourir, mais ils étaient quand même relativement déformés. C'était difficile. C'était vraiment très difficile. Et puis, progressivement, on a eu des médicaments avec beaucoup moins d'effets secondaires et actuellement, il n'y en a quasiment pas. Donc maintenant, c'est une maladie chronique qui est comme le diabète, quoi. Il faut prendre des médicaments à vie tous les jours, mais ils ont une vie affective, intellectuelle, travaillent normalement, une vie sociale tout à fait normale, et y compris une vie familiale et des enfants. Donc sur le système immunitaire, eh bien là, je pense que vous aurez peut-être un cours. C'est cette destruction progressive des CD4 se fait bien sûr par premier effet cytopathogène, la liste des lymphocytes producteurs infectés. Quand la réplication est abondante, au bout d'un moment, l'effet est lytique et le lymphocyte meurt. En plus, la réponse immune CD8 se développe et là, on a un effet de cytotoxicité. Les CD8 vont détruire les CD4, donc infectés, qui expriment des antigènes viraux à la surface par la réplication virale. Dès qu'il y a un lymphocyte qui a un peu de GP en surface, paf, le CD8 qui reconnaît ça peut tuer la cellule. En plus, on a une apoptose majorée, et puis au bout d'un moment, eh bien, on a un déficit de régénération par le thymus. Et donc c'est comme ça que le sida arrive, c'est que pendant longtemps la baignoire se vide mais se re-remplit, puis au bout d'un moment le thymus n'arrive plus à remplir les besoins en lymphocytes et on est avec un déficit de lymphocytes CD4. Conséquence, on a le symptôme majeur de l'infection à VIH, c'est la chute des CD4, hein, cette lymphopénie progressive. Donc on a un déficit quantitatif de CD4. À ce déficit s'associe beaucoup de déficits qualitatifs du fait que le CD4, chef d'orchestre du système immunitaire, induit, il y a une rupture des relations avec le réseau de cytokines, des monocytes, des lymphocytes B, des natural killers. Tout le réseau de cellules du système immunitaire va être détraqué en quelque sorte. Évidemment, les choses seraient simples si elles n'étaient pas compliquées. C'est différent d'un patient à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont avoir rapidement une évolution vers moins de 200 T4 en 2-3 ans. Et puis il y en a d'autres qui vont plutôt mettre 8-10 ans. Hein. La médiane, je vous ai dit, c'était 5 à 8 ans. Mais il y a des formes rapides et des formes plus lentes. On a des formes très très lentes avec notamment les HIV contrôleurs qui, alors eux, contrôlent complètement la réplication virale. Hein, plus de 20 ans. Avec un tout petit peu de taux de virus, et les lymphocytes CD4 ne sont pas mangés. Par contre, on a des formes très rapides, où là, en moins de 2 ans, le patient est au stade SIDA. Donc, une intervention très importante de la génétique, HLA-B27, HLA-B57, HLA-B35, and so on. Alors, au global, on a un rôle extrêmement important de l'activation et de l'inflammation pour entretenir la réplication virale. Ça maintient les réservoirs avec en plus la persistance, ça détruit le tissu digestif du fait de la translocation bactérienne qui entretient cette inflammation et avec des réponses immunitaires spécifiques relativement modestes qui ne sont pas beaucoup capables d'activer, de couper ce jeu, ce système très pervers et auto-entretenu. Donc vous le comprenez, couper la réplication virale va éteindre beaucoup d'activation et d'inflammation.
On va essayer de guérir la destruction des galtes, mais si c'est un peu trop détruit, on y a du mal. Et puis, faire remonter le nombre de CD4 avec intervention précoce pour être sûr de ne pas épuiser le thymus. Alors, on finit avec 2-3 diapos de diagnostic. Le diagnostic sérologique se fait bien sûr par test ELISA. On n'a plus aucun doute sur nos tests ELISA, ils sont vraiment de bonne qualité. On n'a quasiment pas de faux positifs. On n'a quasiment pas de faux négatifs, même, je dirais, chez un patient infecté au stade chronique, c'est 100% de détection. Par contre, on peut avoir des faux positifs quand même chez femmes enceintes, des surinfections bactériennes chez les Africains. Enfin bon, on peut avoir des petits signaux qui font que, de toutes les façons, on pense qu'il faut le Western blot pour confirmer. Alors, le Western blot nous permet de montrer que on a des anticorps dirigés contre toutes les protéines virales. On prend une soupe de culture lymphocytaire, une soupe de surnageant qui contient du virus. On purifie le virus, on le casse en protéines et on fait migrer les protéines sur un gel de polyacrylamide. Ce gel de polyacrylamide, il est assez fragile et on ne peut pas le manipuler. Donc on dépose doucement ce gel sur un buvard et là, le buvard, on le découpe en bandes dans le bon sens, puisque les protéines légères ont migré en bas et les protéines lourdes sont restées en haut. Donc on sépare les protéines selon leur poids moléculaire. Et donc la GP 160, c'est 160 000, 120, c'est 110 000. La GP, c'est P25, oui, bon, P25 ou P24, c'est pareil. Et donc vous voyez qu'on a les protéines HIV1 sur le Western blot HIV1 et les protéines HIV2 sur le Western blot HIV2. Donc avec ça, on fait bien la différence des sujets infectés par HIV1 et des sujets infectés par HIV2. Comme je vous ai dit, en France, on estime à 150-160 000 patients VIH. La cohorte HIV2, ils en sont à 680-700 patients infectés par HIV2. Pour vous donner une idée des différences de l'épidémie en France. Mais quand même, on a des liens avec le Cap-Vert, on a des liens avec l'Afrique de l'Ouest. Il y a du HIV2. Nous, on en a pas mal en Côte d'Ivoire, on en a au Cameroun. On en a un petit peu en Guinée-Conakry. Après, il n'y en a plus en Afrique centrale et en Afrique du Sud, il n'y en a plus. Mais donc, les pays de langue francophone, pardon, Afrique de l'Ouest, ils viennent chez nous. Et donc, on est quand même tout le temps, on a tout le temps cette possibilité de passer à côté. Et ce n'est pas les mêmes médicaments. C'est ça notre problème. C'est que certains médicaments HIV qui permettent de bloquer la réplication HIV ne marchent pas sur HIV2. Il y a une résistance naturelle à certaines classes de médicaments. C'est un enjeu important donc de faire le bon diagnostic. Alors vous devez faire attention quand vous prescrivez un test VIH. Il faut toujours le faire avec le consentement. Il faut le faire de façon confidentielle. Il faut respecter sa volonté évidemment, de ne pas dire sa séropositivité au partenaire. Vous voyez tout de suite les enjeux. Il est contaminant, il ne le dit pas. Donc voilà, on est en pleine discussion en ce moment au niveau national. Est-ce qu'il faut faire que le partenaire, on l'incite vraiment au dépistage des partenaires, mais pensez vraiment à la confidentialité. Il y a encore de la stigmatisation. On le voit tous les jours. Voilà, moi je suis un petit peu... je trouve qu'il faut avancer et qu'il faut maintenant faciliter le dépistage et expliquer que dépister et traiter, ça va tellement mieux que voilà, on n'a plus beaucoup de raisons de traînasser. Ensuite, on a des nouveaux tests qui sont capables de détecter les anticorps HIV1, HIV2 et l'antigène P24. Donc des tests 4e génération combinés qui détectent les anticorps et le virus. Si le patient est en début de primo-infection, on peut le voir par la capture de P24. Donc ça, c'est des bons outils, on est bien.
Alors, si le résultat est positif, vous êtes obligé de prescrire un test de Western blot pour différencier l'infection HIV1, HIV2 et confirmer la séropositivité. Et si le Western blot est vraiment pauvre en anticorps, eh bien, vous évoquez une primo-infection. Alors, on a des outils relativement nouveaux et très importants. On a la possibilité de tests rapides, les TROD. Donc, c'est des tests comme les tests de grossesse. Le patient peut le faire lui-même. Donc, on a la possibilité d'autotest. Beaucoup de discussions. Hein. Faut-il laisser un patient tout seul découvrir sa séropositivité? Ben, nous, les femmes, on est capable de faire nos tests toutes seules. Il n'y a pas de raison. Enfin, faut faire évoluer les idées. Mais il faut aussi accompagner. Et donc, il y a pas mal de dépistages qu'on appelle hors les murs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus pas uniquement les labos d'analyse médicale, mais les structures associatives qui proposent, il y en a dans le Marais, nous on s'occupe du checkpoint, il y en a plusieurs, il y a Aide qui en fait, qui propose dans les lycées à la sortie des boîtes gays, etc., qui propose ce test facile, qu'on a le résultat en une demi-heure, il n'y a pas à attendre. Bien sûr, il faut faire la confirmation, les T4, la charge virale après, mais au moins aller sortir de l'hôpital, aller vers les gens qui risquent d'être infectés et d'être infectés pour faire le dépistage, faciliter la compréhension, faciliter le conseil, faciliter la prévention. Donc là, c'est un peu une révolution puisque on essaye de faire payer par le gouvernement beaucoup de choses, notamment dans le programme Paris sans sida. On n'a pas beaucoup levé d'argent, mais on y croit encore. Ah oui, Madame Hidalgo parle beaucoup, mais bon. Enfin, on a eu des endroits pour faire du dépistage. Il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quand même des choses qui se passent. Alors, vous le savez, si vous vous blessez ou si une infirmière se blesse avec le sang d'un patient VIH au cours d'une prise de sang, maintenant, il y a quand même des aiguilles protégées, etc. Il faut le faire avec des gants. Enfin, bon, ça existe. Il y a donc un accident d'exposition au sang ou aux sécrétions sexuelles, S, hein, et donc une exposition à l'infection avec, si le patient est négatif et que l'exposition est très récente, on peut faire un traitement préventif. Hein. Vous pouvez aussi faire des tests rapides de diagnostic. C'est le médecin au cabinet, le biologiste, la sage-femme dans les services de santé, les infirmiers ou techniciens de labo la nuit, les urgences. Enfin, voilà, les TROD nous ont quand même permis d'avoir des diagnostics en urgence vraiment, avec la possibilité, notamment, nous, on a un programme, par exemple, en Guinée, les femmes africaines, où, au moment de l'accouchement, elles n'ont pas eu de dépistage. On fait le dépistage tout de suite à l'accouchement et si elle est positive, on met tout de suite un traitement préventif à l'enfant. Bien sûr, elle a été exposée avant, mais déjà, on peut initier un traitement en urgence. Donc, vous voyez, on a quand même une petite révolution diagnostique avec ces tests. Et pour les pays du Sud, c'est vraiment non négligeable. On fait maintenant des algorithmes avec 2 tests rapides positifs. On fait plus de Western blot. C'est l'Afrique, hein, c'est pas la France. Avant de bouger les flots en France, c'est plus compliqué. Mais en Afrique, je vous dis 2 tests rapides faits par la sage-femme nous suffisent pour dire les 2 sont positifs. Voilà, on ne va pas avoir de doute et retarder le traitement de l'enfant. Hein. Voilà. En France, quel que soit le résultat, confirmation par un ELISA et un test de Western blot. Dernière diapositive. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait aussi au laboratoire de virologie? On fait des tests de charge virale, donc par PCR en temps réel. On part du plasma. Dans le plasma, il y a des particules virales. J'espère que maintenant vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des particules virales dans le sang périphérique. Et donc, on extrait de ces particules virales l'ARN et on fait une RT-PCR, c'est-à-dire qu'on fait une transformation de cet ARN en ADN et puis une PCR en temps réel ADN. Et donc, plus il y a de virus dans le sang périphérique, plus le patient est à risque d'évoluer rapidement. Effectivement, au moment de la découverte il y a donc un pic de virus au moment de la primo-infection et ça dépend des patients. Il y a des patients qui le pic de virus redescend, mais reste relativement fort à 10 puissance 5, hein, on est en log, donc à 100 000 copies, 500 000 copies. Par contre, il y a des patients avec des taux moindres de virus au set point,
au moment où ça se stabilise. Alors, je vous ai dit, il y a les HIV contrôleurs qui n'ont quasiment pas de virus, qui n'évoluent quasiment pas vers le sida et ni vers le déficit immunitaire. Et donc, plus le taux est haut, plus il y a de cellules infectées, plus le risque de progression est rapide. Et donc, ceux-là, vous voyez, ils ont 62% de risque de progresser à moins de 5 ans. Donc, vraiment, traitement précoce dès l'instant où on a des CD4 bas, une charge virale basse. Pour finir, j'espère vous avoir convaincu que l'épidémie continue de progresser dans le monde et que malgré ce que certains voudraient, le VIH n'est plus un problème. S'il est un problème, c'est pas parce qu'on soigne bien les gens qu'il faut laisser l'épidémie courir. Le vaccin, là, pour le coup, reste un problème parce que on n'y est pas. On n'a pas idée de l'immunité protectrice qu'il faudrait induire. On sait que les CD8 font quelque chose, mais elles sont très très spécifiques, elles sont différentes d'un patient à l'autre. Et puis surtout, la diversité génétique des virus fait qu'il faudrait un vaccin indien, un vaccin sud-africain, un vaccin américain. Enfin, je vous laisse imaginer la difficulté. Pour la physiopathologie d'un antivirus, on est totalement avec une infection à l'antivirus lente, progressive, systématiquement, qui, sans l'absence de traitement, conduit au sida, au décès. Donc, hors de question de ne pas faire de dépistage, alors que maintenant, on a vraiment des traitements efficaces. L'infection est définitivement implantée dans l'organisme. Il n'y a pas de médicament qui élimine et qui éradique l'infection. On n'a que des effets virustatiques. Si le patient arrête son médicament, la réplication virale redémarre. Donc, pas question de jouer avec le feu. Et donc, quand même, on a des avancées considérables avec tous les nouveaux médicaments. On bloque, on interrompt, on arrête les méfaits du virus. Et c'est facile. Et donc, ils sont efficaces, ils arrêtent la progression vers la maladie. Ils sont infectés, ils ne sont pas malades. Ils ont une infection, la maladie sida n'apparaît qu'après. Donc, le traitement, vous pouvez expliquer à vos patients, c'est préventif du développement du VIH, de la maladie VIH. Et donc, voilà, les enjeux politiques, économiques dans le monde, vous imaginez, traiter 37 millions de sujets, vous imaginez, on est à 17 millions actuellement, mais il faut les traiter à vie. Pour le moment, on n'a pas l'argent ni à United, ni aux États-Unis. Trump nous perturbe énormément. On ne sait pas comment on va financer tout ça à 5 ans. Voilà. Mais on y croit. Donc j'espère que vous avoir convaincu et je vous remercie encore de votre présence.